Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce 151e Synthé Night Club en ce lundi en direct, lundi 23 septembre 2024. Je suis assez content de vous retrouver, on va dire. Je pense que je vais être comme beaucoup d'entre vous dans le besoin de parler du fiasco auquel on a tous assisté ce week-end. Je ronge un petit peu mon frein depuis vendredi et je suis bien content que finalement m'ait laissé sa place. De là à dire qu'il l'avait tout manigancé, qu'il l'avait senti venir, il n'y a qu'un pas. Mais en tout cas, je suis content d'être avec vous pour en parler. Ça m'évite de le ruminer toute la semaine et j'espère que vous aussi, ça va vous faire du bien de venir parler avec nous de ce match. Surtout que vous connaissez le chef Romain, il a senti que on avait été chahuté sur le terrain, donc on a envoyé notre agence touriste à nous, quoi, les voltigeurs, les pompiers de service, les gens sur qui on peut compter. Et parmi ces gens sur qui on peut compter dans le SNC, il y a le magnifique Martin. Comment ça va, Martin ? Écoute, ça va comme l'ensemble du peuple stéphanois, on va dire. Si coup ça. Non, ça va pas terrible. C'était pas un chouette week-end. C'est vrai que depuis le début de saison, on dit mi-figue, mi-raisin, il y a du bon, il y a du moins bon. Là, l'avantage, c'est qu'on va tous être d'accord sur le même côté qui va pencher, quoi. Ah oui, là non, il n'y a qu'un côté là. Et ça penche sévère d'ailleurs. Ouais, je vous cache pas que en off, on se disait, est-ce qu'on va essayer de trouver du positif et ben, cherchez dans le chat, vous commencez déjà à le ressortir. On va peut-être devoir en parler, mais nous en tout cas, on n'a pas vu tant que ça. Mais il y en a un qui en a gros sur la patate. Il m'a dit qu'il n'avait pas raté une seule seconde de ce match. Il avait qu'une hâte, c'est de vous en parler. D'ailleurs, il en a longuement parlé dans sa chronique, que j'espère vous avez écouté ou lu, pour les plus courageux. C'est Joss, comment ça va, Joss ? Où sont les cadres ? Salut Kékette, salut Martin, salut Gab et bonsoir à tous, bonsoir les amis et bienvenue dans la thérapie de groupe, décidément, ça commence fort. Ah, et peut-être quelque chose à nous annoncer, Joss, je sais pas. Non, c'est un lapsus complètement lapsus, quoi, c'est un lapsus. Eh bien écoute, tu suces ce que tu veux. En tout cas, je sais que vous allez avoir beaucoup de choses à dire sur le chat. Et on a le... C'est notre petit prodige à nous, quoi. C'est un peu la data aussi qui nous l'a révélé. Et c'est sur lui qu'on va beaucoup compter ce soir pour faire remonter toutes vos infos dans le chat, sur YouTube, sur Twitch. Je vois que vous êtes déjà très nombreux, donc merci d'être là. C'est Gab, comment ça va, Gab ? Tout le monde, bah écoute, ça va plutôt bien, même si le début de week-end a été difficile. Ouais, c'est vrai que ça nous a tous mis un petit coup pour commencer le week-end. On était contents de finir la semaine et ça nous a tous mis un petit coup de bambou quand même. Gab, t'as vu le match jusqu'au bout, toi ? Moi, le pire, c'est que ouais, bah j'ai pas trop eu le choix. En fait, je bossais pour Ouest France, donc j'ai dû commenter le match en live pour le site. Donc une bonne manière de savoir si je peux rester professionnel ou pas, quoi. Parce que j'ai dû me coltiner le 8-0 jusqu'au bout, ouais. T'as su rester impartial et ne pas faire preuve d'un surplus d'émotion, j'espère. Ça a été compliqué, mais pas trop le choix. Pas trop le choix. C'est clair que ça devait pas être simple. J'avoue que je suis bien content qu'on fasse pas de commentaires en direct. Bon les gars, on va y aller tout de suite. Commencez déjà dans le chat à nous dire ce que vous avez pensé de ce match, comment vous l'avez vécu, avec qui vous l'avez vécu, et si ça vous a fait du bien de pas le vivre tout seul pour ceux qui l'ont pas vécu tout seul. Allez, c'est parti pour le débrief. Le débrief. Pour être franc, là je vous affiche les stats à l'écran, et quand je les ai vus après le match, j'étais plutôt surpris, parce que je m'attendais à voir un... Bon, ça penche clairement en faveur de Nice, mais les stats ne sont pas si horribles, on va dire, par rapport à ce qu'on a vu, nous, sur le terrain. Donc déjà, on va commencer par là. Martin, toi, est-ce que tu as eu aussi cette surprise, ou est-ce que toi, qu'est-ce qu'on a pensé de ce match dans les grandes lignes, et est-ce que tu... Ouais. Vas-y.
moi, je vais pas parler de possession, de tir cadré, de tout ça parce que je crois qu'on n'en est pas là. Ça fait quoi? Ça fait 17 ans que je suis journaliste, ça fait peut-être allez, 32 ans que je suis tous les matchs des Verts. J'ai pas beaucoup de souvenirs d'un. Et là, je parle même pas des matchs de Saint-Étienne. Je parle des matchs en général. Je sais pas combien j'en ai gobé depuis que je suis né, mais un bon paquet. J'ai pas énormément de souvenirs d'un tel écart entre deux équipes. Et je parle même pas de possession et de tout ça. Je parle sur le terrain, ce que j'ai vu. L'écart de but, évidemment. Sauf en Coupe de France, quand tu as une Ligue 1 qui rencontre une Régionale 2, ou sauf dans les matchs internationaux, quand Ouais. la France France et le joue au Féroé, Nord, quoi. le Kazakhstan. Non, mais c'est Voilà, vrai. exactement. Dans ces proportions-là, honnêtement, c'est pas unique, mais c'est pas loin. Et d'un point de vue strictement, si on doit analyser ça, j'ai trouvé ça. Moi, je pardonne plein de choses. Je pardonne les défaites, je pardonne qu'on soit moins bon, je pardonne un oubli défensif, je pardonne une boulette d'un gardien. Je pardonne pas ce que j'ai vu vendredi parce que c'était pas qu'une défaite, c'était déshonorant, c'était infamant, c'était dégradant. J'ai vu une équipe qui a lâché. Et pour moi, c'est ça le plus grave. C'est une équipe qui a lâché. Elle avait déjà lâché à Brest, selon moi. Il n'y a pas qu'un écart de niveau là. Il y a aussi quelque chose qui s'est cassé en cours de match. Et ça, pour moi, c'est impardonnable quand tu joues à la Saint-Etienne. C'est En cours de impardonnable en match, règle générale. rapidement, hein, Martin, en cours de match. Ça s'est cassé au bout Exactement. de 7 minutes. Hein. Ouais, C'est alors, terrible. C'est oui, mais terrible. ah oui, oui, c'est terrible, terrible. Et c'est impardonnable quand tu joues, quand tu es professionnel, n'importe où. Et quand tu es à la Saint-Etienne, tu dois avoir ce truc en plus quand même. Et c'est ce qui a fait la force de cette équipe un certain nombre de fois. L'année dernière, par exemple, en Ligue 2, je suis pas sûr qu'on était bien supérieur à certaines équipes qu'on a battues. Mais il y avait ce petit truc en plus. Là, non seulement t'as pas le petit truc en plus, mais en plus, tu t'éteins la lumière, tu débranches la prise, et ça, pour moi, c'est impardonnable. Donc, moi, on est au-delà tu vois, des duels gagnés, des duels perdus, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment une question d'état d'esprit qui est absolument, ouais, déshonorante. Vraiment déshonorante. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Martin, parce que j'avais cette conversation aussi ce week-end où je me disais que même quand il y avait des matchs entre pros et amateurs, j'avais pas. Enfin, déjà, voir un 8-0, c'est très rare, même entre pros et amateurs. Parce qu'au moins, les amateurs ont la chance de vendre chèrement leur peau. Mais surtout, cette telle passivité sur le terrain, Joss, c'est ça qui est. Je pense que c'est ça qui désespère le plus les supporters stéphanois, parce que c'est à l'encontre totale de nos valeurs, c'est ce manque total de combativité, quoi. Ouais, alors Keket, c'est presque bizarre de commencer par une feuille de stats après un match, un match comme celui-ci, parce que moi, j'ai même pas tellement envie de parler de foot là, parce que, comme l'a dit très bien Martin, on est au-delà du foot. Oui. Bon, déjà, les stats, oui, elles paraissent surprenantes, mais je pense qu'elles sont largement corrigées par une deuxième mi-temps où Nice a clairement levé le pied. Oui. J'aimerais les voir à la fin de la première mi-temps, les stats. Mais de toute façon, c'est pas le sujet, en fait. Moi, je vais te donner une anecdote. En fait, ce qui m'a fait le plus, c'est un match qui fait mal. Enfin, je pense qu'on peut le résumer comme ça, à tout le monde. Ça fait mal dans l'honneur, ça fait mal dans le traumatisme. Mais ce qui m'a fait presque le plus mal, c'est que j'ai vu dans mes potes qui sont pas forcément supporters de la SS, aucun mec me chambrer. Aucun. Beaucoup de. C'est-à-dire que De les gens ont pitié. eu pitié, en Ouais. fait. Voilà. Sur les réseaux aussi, beaucoup de pitié. C'est le pire. Ouais. Quand tu inspires de la pitié, C'est pas bon. c'est que tu es tombé super bas. Ouais. Et effectivement, après, il y a plein de gens qui ont illustré ce qui s'est passé, qui ont commenté, etc., des enfants contre des adultes, etc. Bon, on peut trouver plein d'images. Mais c'est juste pas tolérable ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, au-delà du fait de renvoyer à l'ensemble du paysage footballistique le fait qu'on n'a rien à foutre en Ligue 1, ce match-là montre qu'on n'a rien à faire en Ligue 1 aujourd'hui. On n'est pas invité, en fait. Carrément. Mais au-delà de ça, il y a cette espèce de goût amer sur la manière dont tu perds. C'est que là, tu n'as pas perdu, tu as été humilié. Et à aucun moment, tu n'as levé la tête. À aucun moment, tu n'as levé la tête. C'est-à-dire que tu as passé tout ton match à baisser la tête. Et ça, comme l'a très bien dit Martin, ça, c'est la valeur seuil que personne ne pardonnera jamais. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Je ne sais pas quelle trace va laisser ce traumatisme. Mais après, on pourra discuter de ce qu'il faut corriger, les mecs qu'il faut recruter, à mon avis, d'urgence, etc., etc. Mais s'il n'y a pas une réaction de l'ordre de l'orgueil,
de l'ordre de l'orgueil. Mais là, ils vont perdre tout le monde, là. Mais tout le monde, moi y compris. Mais ça, Parce que là, c'est une trahison, en fait. Voilà, c'est une trahison. Ouais, mais t'as raison, c'est ce fait de baisser la tête. Je sais pas comment vous l'avez vécu, Jolos, Martin, et vous dans le chat. Mais moi, dès le premier but, j'ai senti que c'était fini, en fait. On allait prendre l'eau, quoi. Enfin, il y a même pas eu une nuance de se dire ah ok on a mal démarré, peut-être que on peut rattraper. Je sais pas Joss, toi comment tu l'as vécu. Non, bah, moi c'est Premier but, le moi, je me suis dit, c'est deuxième fini. but. Ça, pour moi, le match, la lumière s'est éteinte au deuxième but parce Tu me que diras, ils sont enchaînés très vite les deux donc. ouais, et puis c'est les deux mêmes buts en fait. Oui. Et tu te dis attends, d'une situation à l'autre, t'es pas capable de corriger, t'es pas capable Et avec une de facilité t'adapter. surtout, avec une facilité. Donc tu te dis, il n'y a pas de réaction. Alors après, j'étais loin de penser que ça allait se terminer dans une telle boucherie, quand même. Mais j'ai vite vu ce match, on l'a pas démarré en fait. On l'a pas démarré. Et au-delà de ne pas l'avoir démarré, on s'est fait taper sur la gueule à intervalles très répétés et on a continué de tendre la joue en fait. Oui. Donc j'en reviens toujours à ça, c'est que tu peux être moins fort que ton adversaire. Alors, Et on était résolument moins fort que l'adversaire. Mais je pense qu'on était moins fort que l'adversaire contre Lille aussi. je pense Ça, qu'on tu peux. on va être moins fort que Et je beaucoup pense, d'adversaires. oui, je pense que ça va nous arriver souvent dans l'année. Par contre, il y a un minimum d'honneur à avoir, de fierté à avoir, de courage à avoir. Et tout ça, là, il y a rien eu de ça, en fait. Il n'y a rien eu de ça. Ok. Et ça, je pense que ça va être difficile à digérer, en fait. Voilà, il faudra du temps. J'ai C'est tant est qu'on arrive à le digérer. j'ai bien envie d'avoir les retours du chat, Gab, parce que je vois que ça s'agite beaucoup et je pense que ce soir c'est un peu votre émission aussi et je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Vas-y, Gab. Évidemment, hein, je pense que tout le monde partage le même avis. Déjà sur le petit sondage que j'ai fait, c'était la honte et l'inquiétude qui ressortaient majoritairement. Il y a beaucoup de messages de honte, donc je vais pas citer tout le monde, mais c'est vraiment le mot qui revient le plus. On a pas mal de viewers aussi qui pointent les responsabilités de Olivier Dalloglio, mais aussi de la direction, de la direction de Kilmer. Il y a pas mal de gens qui nous disent que la nouvelle direction en fait ne connaît pas du tout la Ligue 1. Je retrouve plus le message, mais tout à l'heure j'ai vu passer que la nouvelle direction ne connaissait pas la Ligue 1. Il y a beaucoup de messages sur le recrutement qui du coup n'est pas au niveau. On a Jo42 qui se demande comment Olivier Dalloglio ne peut pas poser sa démission après cette défaite. On a pas mal de comparaisons, notamment Pascal qui nous dit qu'il se souvient d'un 3 PSG où 3 avait pris 9-0. Donc ça lui a fait penser à ça malheureusement pour Saint-Etienne. On a des messages on a Céline notamment qui disait que j'espère que cette magistrale claque va faire redescendre tout le monde les pieds sur terre. Il faut que cette défaite serve à quelque chose. Maintenant, chaque match sera un énorme combat. Même si je suis très en colère, je reste fidèle au vert. Quand on veut, on peut. Rendez-vous contre Nantes. Donc Céline qui garde quand même un petit peu de positif malgré la claque, comme elle dit. C'est bien. Et on a quand même Siegfried sur YouTube. C'était un des premiers messages qui nous disait que la faute n'était pas totalement à mettre sur la tête d'Olivier Dalloglio, puisque selon lui, Odeo a demandé des joueurs d'expérience qu'il n'a pas eu lors du recrutement. Donc il est pas le seul responsable. Ce qui voudrait dire que la direction a aussi clairement sa part de responsabilité. On a Piazza le Breton qui nous dit qu'en 50 ans de supporters, il n'a jamais connu un tel désespoir. Un manque de respect pour le maillot, pour les supporters et pour tout le club. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que la grande majorité des supporters partagent ce soir et depuis ce week-end. Et ouais, globalement, il y a pas mal de gens qui nous parlent d'un sentiment d'abandon. Je crois que c'est Joss qui parlait de trahison tout à l'heure. Oui, C'est vrai c'est ça, que ouais. pas mal de monde ouais, se sent trahi après le match à Nice, malheureusement. C'est vrai. Je pense que ça, on va pas épiloguer sur le fait. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la plus grosse honte qu'on ait vécue en tant que supporter de Saint-Étienne. Franchement, avec le 0-5 contre Lyon, c'est. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a le 0-5 quand même. Ça se Ouais. bagarre. Ouais, mais Ouais. c'est parce que c'est Lyon. Ouais. Parce que honnêtement, dans l'attitude, c'était quand même quelque chose. Hein. Même si on était apathique à ce moment-là,
Il y a quand même un gros fossé. Joss, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il allait falloir de l'orgueil, que cette défaite allait devoir piquer l'orgueil, etc. Moi, j'ai une question, je vais vouloir faire rebondir Martin dessus. Et puis toi après, Joss, comment tu vois, Martin, toi, le fait de... Et je suis d'accord qu'il va falloir faire piquer l'orgueil, mais comment tu fais ça avec un groupe jeune? Est-ce qu'un groupe jeune, c'est pas là où est le risque que du coup il sera plus abattu qu'autre chose, sachant qu'en plus il y a eu ce coaching de Dalloglio qui a sorti quasiment tous les jeunes. Alors il y a deux sons de cloche, soit pour les préserver de l'humiliation, soit pour les punir. Je te laisse développer là-dessus. Je pense qu'on est plutôt dans le cas numéro 1. Oui. Oui, on est dans le cas numéro 1. Mais comment tu piques l'orgueil? Le truc, c'est que qui dans cette équipe aujourd'hui a du crédit? C'est-à-dire qui tu vas écouter, quel va être ton guide, quel va être ton phare, quel va être celui qui va mettre, voilà, qui va dire les mots qu'il faut dire. Je vais pas dire qu'il y a un mec qu'on a mis capitaine dès qu'il est arrivé à Saint-Étienne, mais bon. Et voilà, c'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as un capitaine, mais qui n'a aucune crédibilité pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'a pas de vécu dans ce club-là. Et ça, il y peut rien, hein. Lui, il y est absolument pour rien. Il est arrivé il y a, ça, il y a 2 mois. Ça, je comprendrai jamais qu'on mette capitaine un mec qui arrive, mais bon, après ça, c'est... Moi non plus. Mais bon, après tout, il avait de l'expérience, etc. Deuxième chose, c'est qu'il est très fragilisé par ses prestations sur le terrain. Donc de toute façon, sa voix ne peut pas porter dans le vestiaire. À côté, t'as qui comme taulier? T'en as pas. T'en as un, Briançon, il est pété, on ne sait pas trop son statut, sans doute 4e défenseur central. Larson. Donc pareil, tu l'as fragilisé. Sa voix, tu peux pas l'entendre. Alors, qui aujourd'hui, l'effectif est fait d'une telle façon, mais plus que l'effectif, c'est en fait ce que le nouveau propriétaire veut faire de cette équipe. Mais après tout, pourquoi pas? C'est-à-dire faire venir des jeunes, les faire grandir, les revendre plus cher. Voilà, aujourd'hui, c'est ce modèle-là. C'est un modèle que, de toute façon, 80% des clubs français ont aujourd'hui, mais ça te fragilise fatalement quand tu fais un début de saison tel que celui-ci, que tu as 4 défaites, que tu es à moins 15, je crois, au niveau du goal average, que tu es la pire défense et de très très loin, que tu viens de te prendre un 8-0. Aujourd'hui, je vois très peu de levier. Et Olivier Dalloglio, lui aussi, il est fragilisé. Et si cette équipe aujourd'hui a montré aussi peu de caractère, si elle a... Et ce match-là, il ne faut pas oublier le match de Brest aussi, hein, qui était une démission collective absolue. Voilà, pour moi, c'est très sombre parce que je vois assez peu de leviers aujourd'hui et surtout assez peu de joueurs capables d'activer des leviers. Ouais. On va pas trop faire de cas par cas, sauf si vous allez dessus, les gars. Mais je vois beaucoup le chat qui fait du cas par cas sur Abdelhamid, etc. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer 10 minutes sur lui pour. Abdelhamid, c'est l'incarnation du truc. Il est capitaine. On a tous vu le même match, quoi. Ouais, mais Abdelhamid, il doit être garant d'un certain état d'esprit parce qu'il a un bout de tissu autour du bras quand même. Exactement. Pour moi, dans l'état d'esprit, je suis d'accord, mais on est tous d'accord. Enfin, je veux dire, il y a personne qui m'a. J'ai vu aucun discours différent de il est cramé, c'est fini quoi. Enfin, c'est le discours que tout le monde tient, c'est il est cramé, il faut arrêter les frais quoi. C'est tous les buts que Joss décrivait tout à l'heure. C'est dans le dos que ça part, il n'arrive pas à suivre, il est jamais bien placé. Enfin, Oui, après, sur les 3 premiers, il a quand même Cornu qui laisse 40 mètres dans son dos aussi. Hein, ça, faut quand même se poser la question. Mais ouais. Le haut niveau le rattrape, hein, Cornu, au bout d'un moment. Si, il n'y a pas de secret. Ouais. Vas-y, Joss, je veux bien t'entendre sur l'orgueil, etc. Non, en fait, je vais dire sensiblement la même chose que Martin. Enfin, moi, je renvoie à mon chapitre 2 de la chronique quand je demandais où sont les cadres. Dans une situation comme ça, je pense que tu peux pas attendre de gamins de 18, 20, 21 ans qui soient les porteurs de la réaction d'orgueil. Non. Même plutôt ça part toujours normalement des cadres. Sauf que les cadres, on n'en a pas. Et ceux qui pourraient l'être ne le sont pas. Donc moi je suis un peu inquiet aussi comme Martin parce que je vois pas des masses de leviers d'action. Alors après on va miser sur le fait que les mecs aient quand même un peu d'honneur individuellement et qu'ils arrivent à se parler et qu'ils arrivent eux-mêmes à considérer que ce qu'ils ont fait est inacceptable. Ça on l'entend beaucoup, il y a des réunions, ça se parle dans les yeux. Et qu'ils aient envie de montrer à tout le monde qu'ils valent mieux que ça. Voilà, qu'ils valent mieux que ça. Tous, individuellement et collectivement. Et c'est là-dessus que je vais miser, moi, parce que le match de Nantes, alors même si on est déjà en urgence de points, mais j'attends avant tout de voir une réaction. Mais est-ce que ça serait... parce que j'ai une interrogation quand même.
j'ai une interrogation. Je les ai vus une semaine avant être face à une équipe qui était moins forte qu'eux aussi, qui était plus forte qu'eux aussi. Mais je les ai vus jouer en équipe, avec toutes les lacunes qu'ils avaient déjà et qu'ils avaient toujours une semaine après. Mais on a vu un match avec de l'investissement collectif, de la solidarité, tout ce qu'on n'a pas vu là à Nice. Donc je me dis, ils en sont capables. Ils en sont capables. Techniquement, ils sont moins forts, il n'y a pas de souci là-dessus. Je crois que la conclusion, elle est OK, tout le monde est d'accord. Par contre, la capacité de jouer en équipe, ils ont démontré qu'ils étaient capables de le faire. Donc moi, j'ai un match où ils l'ont fait, un match où ils ont été absents. Je ne sais pas où est la vérité. Et j'attends qu'ils me prouvent, dès le prochain match, que la vérité était plutôt du côté de Lille que du côté de Nice. Ça Voilà. serait... Mais c'est d'abord une réaction mentale, psychologique que j'attends, voir des mecs qui sont là pour jouer au foot, qui se parlent, qui se battent, qui sont solidaires. Et le résultat sera ce qui sera. Mais le minimum, c'est ça. Ouais. Je suis plutôt d'accord. Mais juste, Vas-y, faut se après. mettre à la place aussi des mecs, des recrues, ou alors des très jeunes. À Mogu, voilà, des très très jeunes. Stazin est super jeune aussi. Et à la place de recrues qui ne connaissaient pas Saint-Étienne, Ou qui commence en pro. ouais, aujourd'hui, tu prends 8, voilà, tu fais 5 matchs de Ligue 1, t'en perds 4. T'en prends 4 à Brest, t'en prends 8 à Nice. Il faut aussi mesurer l'impact que ça peut avoir sur ces joueurs-là. Ah oui, c'est C'est-à-dire pour que ça c'est que des je te joueurs dis, qui ne sont pas non l'orgueil, plus. eux, c'est plus l'inverse. Les jeunes, ça va plus se les accabler qu'à Ah oui, les rayer les tonneaux comme ça. exactement. Je ne suis pas sûr qu'on soit sur des joueurs aujourd'hui qui soient armés pour affronter de telles situations. Ah non. Heureusement que c'est un match à Nantes et pas à Geoffroy Guichard, parce que si t'es mené 2-0 Ah ouais, par Nantes ouais. à Geoffroy Guichard, après 10 minutes, ça peut être dramatique pour certains de ces mecs-là que tu peux ne plus revoir jusqu'à la fin de saison, parce que ça peut être traumatisant en fait. Il y a des joueurs qui ont du talent, enfin je veux dire David Ashvili, il y a des joueurs qui ont du talent, je pense vraiment, qui sont des bons joueurs de foot. Le problème est pas là, ouais. Mais le problème, ouais, c'est qu'ils arrivent dans un écosystème qui est un peu, voilà, c'est hyper dur, quoi. Et donc il faut mesurer aussi, je pense qu'il faut prendre conscience de ce que ce match-là et ce début de saison, en règle générale, peut avoir comme conséquence sur un peu tout le monde, quoi. Oui, et je veux juste rebondir là-dessus. Enfin, on essaie de pas faire trop de catastrophisme, parce que tout le monde a déjà la tête dans le Non, seau, non, là. non, on est là pour Mais, que l'optimisme ici. mais la construction, enfin, le pari qui a été pris par l'actionnaire cet été de construire sur ce type de profil, c'était un pari qui était risqué et qui de risqué est devenu extrêmement dangereux parce que c'est pas dans les caractéristiques majeures des jeunes joueurs d'être capable de montrer cette Ah non, expérience-là, justement, c'est cette du kit, capacité. le projet, c'est du kit tout double, là, on est d'accord. Hein. Donc, oui, moi je suis pas rassuré hein, pour la suite, hein, pour être clair. Et pourtant, il va falloir se relever. Il va falloir se relever. Il va falloir qu'il se relève. Ah, les Nord-Américains et leur amour du poker, c'est le kit tout double qui est lancé. Alors, je vais vous donner la parole au chat, mais je tiens à dire que c'est tout à fait normal que le diaporama qui défile sur votre écran, ce soit les féminines, puisque déjà elles ont gagné, donc bravo à elles. Elles entament plutôt bien leur championnat, elles. Et puis le club n'avait pas mis de photos des seniors masculins, allez savoir pourquoi. Donc c'est ma façon à moi de rendre hommage à l'équipe féminine qui, elle, montre une belle attitude. Le chat, Gab, qu'est-ce qu'on en pense encore de ce fiasco? Est-ce qu'il y a du nouveau? Non, il y a toujours autant d'inquiétudes. Après, on s'interrogeait sur la réaction potentielle à Nantes. On a forcément, pour la majorité de notre chat, c'est toujours l'inquiétude parce qu'en fait, le groupe est très jeune. Comme le dit El Cato, je ne crois pas au groupe jeune. Tu mets un ou deux jeunes avec 8 bons joueurs de Ligue 1 autour, mais là, forcément, c'est plutôt l'inverse. On a plutôt 8 jeunes avec un ou deux qui connaissent la Ligue 1 et encore. Comme Céline qui partage cet avis, le groupe est beaucoup trop jeune pour une équipe qui remonte, ou alors il faut les encadrer par des anciens de la Ligue 1, ce qui n'est pas le cas. Comme Siegfried qui nous dit trop de jeunes qui sont qui sont en plein développement, donc c'est vraiment la jeunesse qui est visée, enfin visée oui et non, mais qui est source d'inquiétude pour notre chat. On a Pascal qui s'inquiète sur les prochains matchs et qui dit maintenant j'ai l'impression que dès qu'une équipe va ouvrir la marque contre nous, on va s'effondrer. Donc un peu comme ce qui s'est passé à Nice malheureusement. On a l'Arseneur qui commence à être un petit peu
pointé du doigt. El Bichot qui nous dit: je n'aime pas trop l'attitude de l'Arsenal en ce moment, il a l'air détaché de tout, aucune réaction sur les 8 buts. C'est un constat qui est partagé par Spider Fox qui nous dit qu'il faut remplacer l'Arsenal qui est traumatisé par les 15 buts encaissés en 5 matchs et essayer Brismo Bleu qui est arrivé de Grenoble cet été. À voir si c'est la solution ou pas, mais c'est vrai qu'on a pas mal d'inquiétudes toujours. On a Pascal aussi, Pascal CHN1 qui nous dit le milieu Ekwa Amougou Mouefek qui semblait tenir la route après Lille lors de la victoire 1-0 a complètement coulé ce week-end à Nice. Pour lui, ils étaient aussi inquiétants que la ligne de défenseurs derrière. Donc, ce qui n'est pas du tout rassurant. Et sinon, sur YouTube, on a pas mal de messages qui pointent du doigt le fait que la data ne marche pas, en tout cas pour l'instant. Le projet data des nouveaux propriétaires. On a évidemment Younis Abdelhamid qui prend pour son grade, mais ça, je pense que tout le monde a vu le même match. Et on a des solutions qui sont tentées dans le chat de YouTube avec Franck qui propose un 4-4-2 avec Sissoko et Stassin devant et Nadé battu Benfica en défense. Donc globalement, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Nadé doit retrouver le terrain à la place d'Abdelhamid après le match de ce week-end. Mais comme on l'a dit, Abdelhamid a le brassard, donc ça risque d'être compliqué de le mettre sur le banc directement. Oui, puis c'était un choix de Dalloglio aussi, Abdelhamid. Eh ben oui, parce que c'est un peu un désaveu. En S'il plus. le saute maintenant, ouais, il avoue qu'il a eu tort, quoi. Ouais. En fait, c'est très marrant, tes retours, Gab, c'est très marrant parce que à chaud, moi, sur les réseaux, j'avais pas du tout vu la data être pointée du doigt. J'ai vu une autre personne être pointée du doigt, du grand partira pas. Maintenant, on sait qu'il ne partira pas, enfin, du moins pas tout de suite. C'était Dalloglio. On pointe beaucoup l'échec de la data sur ces matchs-là, sur le match de vendredi, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce constat-là. On ne fait pas de cas individuel trop ce soir, mais Abdelhamid, c'est quand même le seul vrai choix, on va dire, de Dalloglio. Et c'est pourtant celui-là qui a semblé le plus coulé. Donc il y a un vrai paradoxe sur Dalloglio. Il est un peu dans un cul-de-sac. Il ne sait pas s'il doit avancer ou reculer, là. Après, il faut être un peu réaliste, hein. Quand on en arrive à des naufrages pareils, les causes sont toujours multifactorielles. Ça, c'est Dire que c'est le naufrage de Dalloglio, c'est une connerie. Dalloglio, il est responsable, et depuis le début de la saison, il est responsable de certaines choses. Il est responsable de sa compo à Brest, il est responsable de son temps de réaction à Nice. Voilà, il est responsable. Il est responsable aussi d'avoir poussé pour un choix qui s'avère aujourd'hui un choix non gagnant. Mais il n'est pas responsable de tout non plus. Évidemment que les propriétaires sont responsables dans le sens où ils ont choisi une stratégie de recrutement qui était d'emblée dangereuse. Je parle du fait d'aller chercher beaucoup de joueurs à potentiel, jeunes, sans expérience, en les encadrant par très peu de mecs chevronnés. Ça, c'était un choix, et je pense que c'est un choix perdant. Donc, ils sont responsables, et puis les joueurs sont responsables, parce que, on en revient à ce qu'on disait, t'as pas le droit de faire aussi peu. T'as pas le droit de faire aussi peu, quel que soit ton niveau, et quel que soit ton âge. Et là, c'est plus une question d'âge, comme disait Général Mobutu du Real Madrid. C'est plus une question d'âge, c'est une question de qu'est-ce que tu viens foutre sur un terrain de foot, en fait. Voilà. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que, alors, ok, c'est des éléments de langage et c'est de la com, tout ce qu'on veut, mais je redoutais de voir remonter à la surface le mot accident. Et on le voit remonter en ce moment. Oui, c'est un accident et il va falloir oublier cet accident. Et on s'est Pour moi, parlé, c'est pas un accident. on a fait une réunion, on s'est parlé, c'est bon. C'est pas un accident, parce qu'avant, tu avais eu Brest. Comme disait Martin tout à l'heure, Brest, c'était l'antichambre de Nice, en fait. Donc, c'est pas un accident, il y a quelque chose sur le fond qui va pas. Et à force de dire, le principe d'un accident, quand tu vas dans le dictionnaire, c'est un événement qui, par essence, est exceptionnel. Là, ça fait déjà 2 fois. Alors, un qui est plus mortel que l'autre, mais ça fait déjà 2 fois. Donc, 2 fois en 5 matchs, moi, je considère que c'est pas un accident, hein. Donc, Puis t'as le Havre et puis t'as Monaco, t'as quand même 4 défaites en 5 matchs, ça peut pas être un accident. C'est ça. Oui, alors à la limite, on peut Je sais mettre le Monaco de côté parce que le match avait été plutôt correct et Lille parce que le match a été bon. Mais les autres matchs, c'est des matchs ratés à différents degrés, de ratés à catastrophiques, mais ils sont tous ratés. C'est pour ça que moi je voulais dire que tactiquement, on peut pas trop parler de match contre Nice parce que ça a été le néant. Donc Dalloglio s'est fait bouffer tactiquement, mais c'était un désaveu collectif.
Mais depuis le début de saison, il faut avouer que tactiquement, Dalloglio, par rapport aux autres coachs de Ligue 1, se fait un petit peu maltraiter, Martin. Alors moi, il y a un truc que je comprends quand même pas. Martin, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer. Ouais. Il a visiblement insisté pour aller chercher un Younes Abdelhamid qui sortait de quelques saisons plutôt réussies en Ligue 1, mais dans un système bien précis qui correspondait à ses qualités. Il insiste pour l'avoir et il le colle. Finalement, il le met en difficulté parce il le met dans un milieu à deux où il n'arrive pas à faire les couvertures, etc. Et ça, je comprends pas. Enfin, qu'il ait insisté pour aller chercher Abdelhamid, pourquoi pas, mais du coup, dans l'idée, ça aurait été plutôt pour reproduire un système dans lequel le mec est à l'aise. C'est-à-dire avec deux mecs qui courent à côté de lui, quoi. Je comprends pas ça. Ouais, parce que J'arrive pas à me l'expliquer. Abdelhamid, il a un déficit qui est très clair. C'est qu'il a un déficit de vitesse. Et Ah ça, bah ça date ça, pas Ah ouais. d'aujourd'hui. Ah ouais. C'était déjà le cas il y a 10 ans. Il a- Donc, Ouais, voilà, il n'a pas perdu 40 km/h pendant l'été. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut le protéger. Il faut le protéger, il faut pas l'exposer à la profondeur, parce que là, tu es en vraie difficulté. Et on voit que sur chaque transition adverse, tu, parce joueras, qu'on se tu rend joueras à compte- 3 centraux, Martin, avec Abdelhamid? mais je suis même pas sûr que ça changerait quelque chose de jouer à 3 centraux. Et puis, alors, tu joues à 3 300 centraux, avec donc un tu fais bloc venir- extrêmement bas. Exactement. 300 Ouais, mais- avec un bloc dans les 18 mètres. Et tu joues à 3 centraux, mais si sur le banc, tu as Baresi et Maldini, et là, Briançon et Nadé, est-ce que ces mecs ont un niveau de Ligue 1? Alors, Nadé, il a fait une fin de saison l'année dernière. Voilà, très bien et tout. On l'a vu en Ligue 1, on l'a vu en Ligue 2 aussi. Bon, il m'apporte pas des garanties exceptionnelles. C'est juste. Briançon, dans quel état il est aujourd'hui? Quand on parle de vitesse, c'est pas Carl Lewis, hein, Anthony Briançon. Non, je crois pas. Donc, moi, celui qui me semblait le plus solide pour affronter la Ligue 1, c'était Batou Mitsika. Et je continue de penser que c'est le cas. Même si ça a été un Ah, naufrage c'est décevant absolu. quand même. Hein. C'est décevant quand Ouais, même. c'est Martin, décevant. hein. Mais de toute façon, il n'y en a pas un que tu sauves sur le début de saison. Oui, non, mais c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, quand tu regardes le casting de ta défense centrale, jouer à 3, je suis pas sûr que ce soit. Je suis pas sûr que ce soit la solution, très Oui, honnêtement. Et ça veut dire qu'en plus, t'as pas tu de joues- mec rapide en fait. Hein. T'as pas de mec rapide. Hein. Ah, puis ça veut dire que tu joues avec des pistons. Donc ça veut Oui, dire que tu joues et avec en des plus, on mecs n'a pas les sur, pistons. Ouais. sur les côtés qui peuvent couvrir un terrain incroyable, qui ont des capacités offensives et défensives à peu près égales. C'est-à-dire que Ce qui n'est pas le cas. quand tu joues à 5 derrière, tes pistons, automatiquement, ils deviennent des joueurs essentiels dans ton système. Or, pour moi aujourd'hui, le vrai point Les faible de apports. cette équipe-là, ce sont précisément les latéraux. Donc Les si tu latéraux, passes ouais. à 3 derrière, enfin voilà, là pour moi ce serait pire que tout. Alors après, tu peux passer occasionnellement pour te rassurer. C'est ce que font parfois les coachs, c'est-à-dire que voilà, on va se rassurer, on va mettre plus de monde derrière. Mais sur comment est foutu cet effectif, je ne suis absolument pas certain que ce soit une solution pérenne, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. On parle du fameux Joker, Martin. Je suis d'accord Si, avec toi. le problème, c'est que ça fera pas assez. Un Joker. Ouais, alors si tu fais venir Serge Aurier et Levin Kurzawa, pourquoi pas, ou Nassar, je sais pas. Mais en attendant, avec l'effectif actuel que tu as, t'as pas des latéraux qui sont capables d'aller te mettre des galettes devant, qui sont capables de couvrir du terrain. Déjà, ils ont énormément de mal à défendre. Alors si en plus on leur demande d'attaquer, là ils se perdront complètement. Je pense à Cornu qui est complètement, enfin, pour moi qui est peut-être la plus grosse déception de ce début de saison. Si t'en Ouais. fais un élément, bon en plus il s'est pété le pauvre, mais voilà, t'as trop de faiblesses sur les côtés aujourd'hui pour passer à 5 derrière. Enfin, Bah, il y a ça un monde d'écart entre le championnat où il jouait Cornu et la Ligue 1. Quoi. Bah oui. Mais je pense qu'on en revient toujours au même. C'est ce qu'on a dit au début de l'émission sur le fait que Gab avait fait remonter que les actionnaires et les nouveaux présidents et nouvelles têtes pensantes de la SS avaient sous-estimé le niveau de la Ligue 1. Et je pense que même dans le recrutement, hein, on ne doit pas être très loin. Et tu parlais de déception de Cornu, je pense c'est encore un peu tôt dans la saison pour faire des conclusions sur. Mais je pense qu'il y en a d'autres, Joss. Parce que Cornu, bon, il fait avec les armes qu'il a, mais tu as des joueurs aussi qui étaient déjà en place l'an dernier et qui ne répondent pas forcément présents. Ouais, alors il y a un constat qui est froid et je pense que je vais surprendre personne en disant ça, c'est que les joueurs qu'on avait l'an dernier sont des joueurs de Ligue 2, quoi. Voilà. Et- On se réveille tous, mais finalement on a tort parce que avec un peu de lucidité, bon, il faut se rappeler comment on est monté en fait. On monte, on passe entre le mur et l'affiche, on n'a pas du tout dominé la Ligue 2.
C'est ça. Voilà, alors on faisait tous cette espèce de bilan à la fin de l'année en disant voilà, qui a le niveau Ligue 1? Qui a le niveau Ligue 1? Moi, j'avais mis. Battu, Alors, Larceau. ouais, j'avais mis Batu Benfica, point d'interrogation. Larsonneur, j'avais pas mis de point d'interrogation, mais aujourd'hui j'en mets un. J'avais mis Cardona à l'époque. Donc déjà, j'avais quand même pas le sentiment enfin, j'avais le sentiment qu'on a besoin de beaucoup renouveler. Bon, bah voilà, Larsonneur et Batu Benfica, pour moi, c'est trop court pour la Ligue 1. C'est trop court pour la Ligue 1. J'avais peur de ça, et en fait, aujourd'hui, ça se voit. Donc, euh, si tu prends individuellement aujourd'hui, tu es bien obligé de te dire que tu as plein de jeunes qui potentiellement auront un bon niveau, voire un très bon niveau, mais dans un temps qu'on ne mesure pas. Et une armada de mecs de l'année dernière ou de mecs arrivés, soi-disant confirmés, qui sont pas au niveau non plus. Donc ça fait beaucoup de pas au niveau quand même. Ça fait beaucoup de pas au niveau. Maintenant, il va falloir faire avec, ou alors il va falloir effectivement faire venir des mecs libres avec ce on sait ce que ça veut dire, des mecs libres. S'ils sont libres, c'est parfois qu'il y a des raisons qu'ils soient libres. Hein. C'est parfois des mecs qui Il vont pas jouer. y a Keylor Navas qui est dispo. Non, je crois qu'il est parti à Barcelone, il me semble. Ouais, il a dit qu'il était dispo pour Barcelone, mais on lui a pas demandé s'il était dispo pour Saint-Étienne. Hein. Ah oui. Non, mais voilà, la situation est inquiétante, ça c'est clair, c'est clair. Et moi, je vois pas de solution magique là, à l'heure actuelle. Je vois pas de Bah, solution magique. c'est que même ce que Saint-Étienne a eu l'occasion de faire dans le passé avec les fameux gros recrutements au mercato d'hiver pour corriger ce qui s'était passé sur la première partie de championnat, là le problème c'est que vu comment on est parti, une demi-saison suffirait pas à remonter la pente. Bon, après, Il y a des remontadas, il y en a eu des spectaculaires quand même, hein, je veux dire. Et puis on ouais. n'est pas Pas tout plus tard, seul. pas Et plus puis, tard que l'an dernier, les voisins lyonnais. tu sais pas où sera Angers, tu sais pas où sera Auxerre, tu sais pas où seront ces clubs-là. Ça se non joue à plus, combien c'est clair. ça se joue à combien le maintien en Ligue 1 à 18? La dernière, une trentaine de points. À 30 points, tu étais maintenu la dernière. Ah, c'est pas beaucoup. Donc voilà, on verra bien où on en sera cet hiver. C'est sûr que si on a déjà 15 points de retard sur le 17e, ça sera compliqué, mais on n'en est pas là. Et oui, il restera toujours cette possibilité sur un changement important de l'effectif, mais je rappelle quand même que les mercatos d'hiver sont des mercatos un peu de pari quand même. Des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. C'est souvent des mercatos qui coûtent plus Parce cher que aussi parce que les gars veulent pas se séparer. parce que tu vas chercher des mecs qui jouent pas. Enfin, je veux dire, des mecs qui sont en échec entre guillemets dans leur club. Ouais. Ou alors Donc tu les payes, parfois tu as ou des alors très tu les bonnes payes plus surprises. cher. Ou alors tu as des très bonnes surprises comme avec Cardona, mais tu as aussi plein de mauvaises surprises. Ah bah, on se souvient des grands mercatos d'hiver de Saint-Étienne, époque Gasset, etc., avec les grands Debuchy, etc. On se souvient tous de ce beau mercato d'hiver. Peut-être qu'on le revivra. Martin, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est quand même fou cette propension à quand même rater les mercatos d'été et de Oui. toujours Ça, c'est très Saint-Étienne, Ouais, c'est ouais. très Made in Saint-Étienne, ça, quand même. depuis plusieurs années, alors qu'on se rendrait la tâche tellement. Moi, là où je leur en veux surtout, c'est d'avoir attendu si longtemps, d'avoir un peu pris en otage le début de saison et d'avoir aligné des équipes en début de saison voilà, qui tenaient encore moins la route parce que les recrues sont arrivées très tard. Et ça, ce manque d'anticipation, c'est comme si voilà, ils n'avaient pas anticipé la montée en Ligue 1. Et ce truc-là, moi, ça m'a. Ouais, mais il y a Franchement, quelque Mais chose à ça, creuser là-dessus, ça, on Martin. en a longuement parlé dans les Ouais, premières il y a quelque chose émissions à creuser. où le projet, en fait, même eux, n'avaient pas prévu qu'on monte, quoi. Je sais plus qui en avait Ouais, alors parlé. ça, c'est impardonnable. sauf que Keket, tout le monde sait qu'on est en Ligue 1 depuis le 3 juin. Entre le Ah bah 3 ça, juin et le début du championnat, tu as quand même le temps de revoir ton projet. Parce que si l'explication aujourd'hui, c'est ah ben non, mais nous, on avait prévu une année en Ligue 2, donc on a fait exactement comme si on était en Ligue 2, là, c'est de la bêtise, là, pour le coup. C'est de la Parce que bêtise moi, pure et aujourd'hui, simple. cette équipe, très honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Il y a plein de joueurs dont je ne connais pas le potentiel, que je ne connaissais pas il y a 3 semaines encore. Donc peut-être qu'on a là des futurs cracks, etc. Là, ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas prête. Elle n'est Ah bah absolument pas oui. oui. Et prête. puis Quel est son vrai niveau? Quel est son vrai niveau? On ne peut pas attendre le mois de novembre, décembre ou encore plus tard pour connaître le vrai niveau de cette équipe-là. Normalement, c'est au mois d'août que cette équipe-là doit atteindre son plein Ouais, potentiel parce que c'est là que début démarre le septembre à la championnat. limite. Ouais. et puis Et l'analyse là, on est sur de. un brouillon. Vas-y. Voilà, là, on est sur un brouillon total.
qui est sanctionné en plus par des équipes. Je veux dire, Nice, c'est pas une équipe qui va jouer le titre en fin de saison. C'est une bonne équipe de Ligue 1, Oui, mais ils seront, on dans n'est le- pas non ils, plus ils- sur ils seront dans les 8, je pense. dans le premier tiers. Ils seront dans le premier tiers, mais ils seront pas sur le podium. Je veux dire, si demain, regardez le début de saison de Monaco et de Marseille, sans parler du PSG, hein, de Monaco et de Marseille. Et si on se prend une équipe comme ça dans le buffet la semaine prochaine, Monaco, ou Ouais. le Monaco d'aujourd'hui, hein, pas le Monaco de. Mais on se fait éparpiller. On se fait éparpiller. Après, Donc il faut faire très très attention. parmi les concurrents au maintien, on est ceux qui avons eu le calendrier le plus difficile, si je puis dire, par contre. Ouais. Ouais, peut-être, mais pour moi, vous savez, je vais peut-être vous surprendre, mais le match le plus étalon et qui doit faire réfléchir, c'est presque le match contre le Havre. Exactement. Parce que cette équipe qui est une valeureuse équipe de Ligue 1 qui ne jouera pas le haut de tableau, ça c'est clair, qui va naviguer entre 10 et Mais 18. qui se maintiendra. Mais c'est une équipe solide de Ligue 1. Moi, je les ai vus, là, ils ont perdu le dernier match, mais ils font 60 minutes tout à fait acceptables. Et tu te dis, ben, Ouais. eux, ils vont arriver à grappiller les points contre les équipes de leur championnat. Et nous, Mais c'est quoi on la est dans ce... différence avec Saint-Étienne? C'est qu'il y a un projet de jeu, c'est qu'il y a une cohérence, c'est qu'il y a une Oui, direction en fait. il y a une cohérence, et puis je pense qu'il y a un mix d'équilibre dans l'équipe entre des mecs qui ont un peu de bouteille, des mecs qui ont un peu de ballon, comme Koudzaïev, et les jeunes qui est beaucoup plus réussi que chez nous. Et puis un an de vécu en Ligue 1 aussi, voilà, parce que là, ils découvrent tous la Ligue 1, mais le problème, c'est que nos propriétaires aussi ils découvrent la Ligue 1. Et oui, c'est peut-être Et, ça. et je pense que pour l'instant, ils sont pas arrivés à hausser leur niveau à ça, voilà. Eh ben messieurs, je pense qu'on en a assez parlé. On va quand même parler du prochain match, parce que j'ai presque envie de dire que c'est presque déjà un match contre double. Et on va revenir sur vous dans le chat très très vite. Donc dites-nous ce que vous attendez de ce match contre Nantes. C'est un match déjà coup près. Dernière chance pour Odo. À chaque fois, c'est terrible. À chaque fois que depuis le début de l'année, dès que je fais une émission, j'ai l'impression de dire c'est l'allée, celle-là. C'est la dernière, hein, c'est sûr, il faut absolument qu'on la gagne. Dernière chance, Martin, qu'est-ce que t'en attends de ce match? Parce que j'arriverai même pas à être optimiste en fait. Là, je suis dans une sorte de résignation de ce match. Non mais enfin, qui t'en voudra? C'est impossible aujourd'hui d'être optimiste après ce qu'on a vu. Moi, ce que je veux, et ce que je répète depuis le début, c'est qu'il y ait du caractère et qu'il y ait le début de quelque chose, c'est-à-dire qu'il y ait le début d'un projet, que cette équipe nous montre où elle veut aller en fait. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pour ça, pas. il faut un coach qui soit en adéquation avec le projet du club. Exactement. Donc moi, est-ce que c'est la dernière chance de Dalloglio? Ce qui est certain, c'est qu'on peut pas se permettre de se prendre rousse sur rousse sans réaction. Il y a une réaction face à Lille. S'il reprend une Bravo. volée, oui, de toute Elle est façon, à il n'y mettre aura pas à son de. crédit. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette réaction à Lille, de toute façon, il serait sans doute plus là. C'est un coach qui a montré quand même, je me souviens de Dunkerque, il a pris une équipe qui était un peu au fond dans le sac. C'est un coach qui a montré qu'il pouvait trouver des solutions quand même, depuis qu'il est arrivé à Saint-Etienne. Et aujourd'hui, on va pas voir tout noir. C'est dur ce soir de pas voir tout noir, mais si on prend un tout petit peu de recul, c'est un coach qui a montré que voilà, il savait activer certains leviers et il savait réagir. C'est un coach qui a l'air têtu là, aussi. excuse-moi, j'ai pas entendu. C'est un coach qui a l'air têtu et assez borné sur ses choix, j'ai l'impression. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir prendre des décisions fortes sans doute pour créer des électrochocs. Alors je ne sais pas si ça passe par changer de capitaine, sortir Abdelhamid du 11, les deux choses reviennent à peu près au même d'ailleurs. Mais après, je ne suis pas sûr que... Après Brest, on s'était dit, ah bah attention, il n'y avait pas les recrues, là il y a peut-être des nouveaux mecs qui vont entrer et ça va tout changer. Là, on peut plus dire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les solutions, moi, elles me semblent ultra limitées. Je ne sais pas si elles sont sur le banc, j'ai même plutôt l'impression que... Enfin, voilà, moi, il n'y a pas de scandale de compo à Nice, par exemple. Il n'y a pas d'absent majeur qui changerait totalement la phase de cette équipe-là. Donc, c'est Dalloglio face à lui-même pour moi. Et effectivement, ce match à Nantes, pour moi, pour son avenir, il va être important. Oui, je vois Pascal dans le chat qui demande pourquoi j'ai dit qu'il avait l'air borné. C'est qu'il y a des joueurs qui ont disparu, Bouchouari, etc. Alors, je dis pas que ça nous ferait du bien, hein, mais je vois que j'ai vu beaucoup de supporters se questionner sur le fait qu'il a l'air campé sur ses positions, de ceux qu'il a mis au placard, de ceux qu'il a mis sur le terrain, et de ne pas vouloir beaucoup changer. Tu parles de grands chamboulements, c'est ce qu'a fait Montpellier, Joss, ce week-end.
qui avait, Ouais, enfin, c'est parce qu'ils avaient 9 blessés, hein. C'est un Oui, peu- mais bon, et ça, ils ont quand même mis un sacré coup de pied dans le 11 de départ et ça a fonctionné. Oui, oui, enfin, je répète, c'était à mon sens plus subi que voulu, mais alors moi, ce que j'attends, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je vais le répéter, c'est que j'attends une réaction déjà d'attitude Tu vois, un match de et de bonhomme, quoi. caractère, voilà. Et je répète, le résultat sera ce qui sera, mais je pense que c'est le minimum qu'ils nous doivent. Après, sportivement, Dalloglio, il est face à un choix là. C'est soit il veut créer un électrochoc de groupe, et il reprend exactement les mêmes, il dit voilà, vous avez fait de la merde, maintenant à vous de montrer que vous valez mieux que ça. Ouais. Ou alors changer. Le problème de changer, c'est que vu le banc qu'on a, il va être obligé de faire des changements un peu parcimonieux, c'est-à-dire qu'il va peut-être effectivement enlever Abdelhamid, il va peut-être, pourquoi pas, réintroduire un Tardieu au milieu pour que tu aies au moins un mec qui ait un peu de bouteille pour encadrer les deux jeunes, peut-être, mais ça va se limiter à ça. Ça veut dire que éventuellement, pourquoi pas sortir un Cafaro et mettre un Benold, voilà. Mais en faisant ça, il va pointer deux, trois mecs dans un ensemble collectif C'est qui le était problème. défaillant. Donc le risque, c'est que tous les autres se sentent moins concernés par ça. Donc moi, j'aimerais pas être à sa place. C'est compliqué. Je sais pas ce que je ferais si j'étais à sa place. Tu penses que c'est le genre Euh, d'entraîneur qui meurt avec ses principes, Dalloglio, ou il est capable de... oui, il a l'air d'être assez, d'avoir un côté un peu puello-battlessien là-dedans. C'est vraiment de vouloir mourir avec ses idées. Après, le problème, c'est que moi, j'ai pas compris que c'était ses idées. J'avais C'est cru ça le le problème. comprendre. J'avais cru le comprendre contre Lille. On dit bon, ben, on accepte de laisser le ballon, on joue bas, mais on joue bas avec des lignes serrées et en laissant donc peu d'espace dans le dos, et tout le monde fait des efforts. Pourquoi pas? C'est un projet de jeu, je veux dire, et ça a marché contre Lille. Mais le match d'après, boum, plus rien, quoi. Donc, moi, je veux bien qu'il meure avec ses idées, à condition qu'on les comprenne, ses idées, et qu'à un moment donné, elles soient porteuses de résultats aussi, parce que comme disait l'autre, mourir avec ses idées, c'est bien, mais c'est quand même mourir, hein. Donc voilà. Maintenant, je répète, j'aimerais pas être à sa place. Parce que il a une décision à prendre là dans sa compo. Alors après, lui, bah, il va vivre toute la semaine avec le groupe, donc je pense qu'il va sentir un peu plus que nous sur qui il peut compter, et que peut-être les changements viendront de là. Ceux qui sentira faibles psychologiquement sortiront peut-être du 11. Mais là, j'avoue que j'ai pas de. S'il fallait faire un 11 là, je sais pas. Je sais pas. Le chat, Gab, qu'est-ce qu'on en pense de ce match contre Nantes, dos? Là, on a parlé de beaucoup de choses. Je pense que tout le monde espère une réaction. Spider Fox, il nous disait au départ que lui, il espère avant tout ne pas reprendre une correction. Je vais pas dire le mot qu'il a écrit, mais je vais le traduire en correction. El Cato qui nous dit qu'il va même pas regarder le match, il n'y croit pas du tout. Donc voilà, il y a quand même des supporters qui ont l'air vraiment blasés. Sinon, on a pas mal de messages qui espèrent au moins un match nul. On a SSE 7100 qui nous dit avec un nul, je serai content. Piazza qui nous dit, le Breton qui nous dit, il faut beaucoup plus de combativité et au mieux ramener un match nul. Sinon, on a Thomas Iglesias sur YouTube qui nous dit que l'ultimatum c'est 4 points sur 6 lors des deux premiers matchs. Donc on rappelle qu'on va à Nantes et après on reçoit Auxerre avant la trêve internationale. Donc deux équipes qui sont, on va dire, plus de notre niveau, en tout cas qui jouent, qui ne devraient pas jouer le haut de tableau. Et sinon, sur les choix à faire, on a des messages qui reviennent sur Bouchoirie, mais c'est pas forcément que du positif. On a notamment Déon Topou qui nous dit que Bouchoirie, c'est une fraude, Briançon ne ferait pas grand-chose de mieux, donc voilà, c'est clair. El Cato qui nous dit Bouchoirie, c'est un joueur de five, il n'a rien à faire en Ligue 1. Euh, Et sinon, au niveau de la tactique, on a Déo Topo qui nous dit qu'il veut voir un 3-5-2 contre Nantes, donc défense à 3 ou à 5 en fonction. Fabio qui nous dit qu'il faut passer en 4-4-2 avec deux milieux récupérateurs parce qu'on est trop faible au milieu. Ok. On a Siegfried qui nous dit aussi qu'il veut voir une attaque à deux devant, donc pas mal de monde a l'air de militer pour une attaque à deux avant-centres. À voir ce que fera Odeo, mais j'avais vu un message tout à l'heure passer aussi, je sais plus qui l'avait dit, qui rejoignait le fait que Odeo est peut-être un peu borné, c'est que il n'a pas l'air de vouloir changer son 4-3-3, alors que bah on voit que à Nice ça n'a pas marché du tout, donc à voir dimanche.
Et oui, c'est ça. On verra. La question aura bientôt une réponse. En tout cas, ces deux matchs, Martin, Nantes et Auxerre, c'est déjà niveau comptable, il faut en ramener au moins 4, j'ai envie de te dire, pour revenir dans les clous. Et puis pour Odo et comme beaucoup d'autres joueurs du monde, ça ressemble à être une dernière cartouche à jouer avant que les fusils sautent, non, Martin? Bon, après, il y a aucune urgence comptable encore, parce qu'il y a que 5 journées de championnat. Il t'en reste quand même un bon paquet. Faut en Moi, prendre c'est 3 plus quand même. sur Ouais, l'état d'esprit. je suis pas dans la moi, je suis pas C'est dans la plus sur l'état. comptabilité. Je suis comme Martin. Hein. Je suis pas du tout dans la Ah comptabilité. oui, Là. c'est plus dans l'état d'esprit. Et puis là, t'affrontes. Bon, Nantes, ils étaient chauds en début de saison, là, un petit peu moins. Mais Nantes et Auxerre, t'es quand même dans des équipes, entre guillemets. Enfin, c'est dur de dire ça après avoir pris du 8-0, je vais C'est ton dire, de ton championnat. calibre. Je sais pas s'il y a des équipes. Je sais pas s'il y a des équipes du calibre de Saint-Etienne cette saison en Si, Ligue 1. c'est ton En tout cas, championnat. oui, c'est ton championnat. C'est ton championnat. Donc si tu fais 2 défaites là, c'est sûr que je vois pas comment Dalogup survive. Puis en plus derrière, tu as la trêve internationale qui généralement ne sent pas très bon pour les entraîneurs qui sont un peu en balance, parce que c'est généralement ce Ouais. que choisissent les Eh ben propriétaires, oui, enfin parce les que présidents ça laisse pour les 15 jours dégager, au parce que nouveau pour changer. ah oui, ça laisse 15 jours au nouveau et on a plein de cas comme ça. Il me semble que Claude Puel est arrivé pendant une trêve internationale. Peut-être que je me trompe, je sais plus. Mais bon, bref. Et donc voilà, donc plus que les points, 4 points, 6 points, 3 points, etc. Qu'est-ce que tu montres? Parce que là, on n'en est même plus au niveau comptable. C'est ça qui est Ça, terrible. c'est Et c'est ce qui est l'attitude. C'est terrible. l'attitude qui te. Mais c'est ce qui est terrible, c'est-à-dire que tu en es là à la base de la base. C'est-à-dire que c'est même pas marquer des points, être dangereux, être offensif, C'est relever la créatif, tête. etc. Non, c'est juste la base, quoi. C'est la base. Et c'est ça qui est absolument délirant, quoi. C'est qu'après 5 journées, t'en sois là. Joss, Moi, je suis pas mieux. 100% d'accord, 100% d'accord avec Martin. Je suis pas du tout dans la comptabilité parce que même si tu prends un point à Nantes, enfin, ça dépend comment tu vas le prendre le point. Je veux dire, si tu prends un point mais que tu n'existes pas et que tu prends ce point miraculeusement, t'auras pas à plus avancer avec ton point. Là où je ne me rejoins pas, par contre, c'est que, ok pour Auxerre, qui à mon avis est dans le même mini championnat que nous, je pense que Nantes, par contre, est au-dessus. Hein. Pour avoir vu les matchs de Nantes depuis le début de la saison, je pense qu'ils sont au-dessus. Sensiblement au-dessus même. De toute façon, tout le monde est au-dessus aujourd'hui, hein. Là, il n'y a pas grand Oui, monde qui est en mais dessous. il y a au-dessus. Enfin, pour moi, il y a 3 équipes qui sont à peu près du même niveau que nous, c'est Auxerre, Angers, Montpellier. Voilà. Et encore Montpellier sur le dernier match, à voir. Tout le reste, pour moi, est un cran au-dessus. Voilà. Mais oui, moi, je ne m'attache pour l'instant que à savoir si cette équipe est capable d'exister, tout simplement. D'exister. Si elle est capable d'exister, après, il faudra effectivement prendre des points, construire, etc. Mais si elle n'est pas capable d'exister, pas capable d'exister, c'est-à-dire que voilà, quoi, les points, on n'en prendra pas, ou on en prendra 1 ou 3 de temps en temps, et c'est retour à la Ligue 2. Voilà. Ouais. C'est bien vrai. En tout cas, je vois beaucoup de monde dans le chat qui nous pose des questions sur le fait qu'il y aurait eu des réunions entre les joueurs, les supporters, les ci, les ça. Ouais, alors, est-ce que quelqu'un sait ce que ça a donné, la fameuse réunion là, avec les supporters, je sais pas quoi, aujourd'hui? J'ai entendu ça. On n'a Ça pas me été donnait une bonne invité. idée, ça. On n'a pas été invité. Je sais pas, c'est bizarre. On n'a pas reçu d'invité au CNC, donc on aura peut-être les infos. En tout cas, je vous encourage, si vous voulez suivre toutes les infos de ce qui se passe dans Non, mais si j'ai bien compris, c'est une réunion juste entre les joueurs et les groupes de supporters, c'est ça? Ben, je sais pas, c'est ce qui se disait. Donc, moi, je vous Ils vont invite dire à. quoi? Ils vont dire qu'ils ont été nuls. Ouais, Ouais, on a voilà. été nuls et on Ah fera bah mieux oui, la c'est prochaine vrai. fois, quoi. Promis, désolé. Mais c'est très synthé, ça. On s'est parlé, vous inquiétez pas. On s'est pris entre quatre yeux, on a parlé. On s'est dit des vérités, mais en tout cas, personne n'a l'air de vouloir bouger quoi que ce soit. Mais suivez le très bon site Peuple Vert, bien sûr, .fr, qui vous donnera toutes les infos. En plus, vous pouvez retrouver les chroniques de Joss Randall, donc c'est vraiment le site. En plus. C'est Voilà. la cerise sur le gâteau. Une disance, quoi. Ça, c'est quand même quelque chose, quoi. Bon, on en a assez de parler de défaite.